Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. C'est un bonheur de vous accueillir à ce balado. Radio Légumes et compagnie. Bonjour, Oui, Bertrand bonjour, Dumont. Janine Ross, oui. Bertrand, sur un temple grec Oui. célèbre Oui. est écrit sur Oui. le fronton « Connais-toi toi-même ». Oh, d'accord. Et si on va plus loin, OK. dans le temple qui entoure nos maisons, Oui. qui est le sol, Oui. si on dit « Connais ce qui te nourrit ». Oui, On est-tu pourrait. proche pourrait. du sujet? Oui, on est très proche du sujet, mais on est un OK. peu loin du temple Oui, mais on revient chez nous, là. grec. Il là. faut toujours Tu m'as dit commencer. grec ou roman? Grec. 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 Bertrand, le sol qui Oui. produit nos plantes, qui supporte, qui vit, qui est en couple avec nos Oui. plantes, on dit caractériser le sol. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sol-là? De quoi c'est composé? De quoi c'est fait? C'est ça. Donc, on parle de la manière de caractériser un sol et de connaître ses propriétés physiques, chimiques et biologiques. Bon, alors, ça C'est s'appelle ça connaître son sol. C'est ça, connaître son sol. Je pense qu'on s'est lancé dans un sujet. Alors, si on fait faire une analyse de sol, qu'est-ce qu'on découvre? On va découvrir 3 portraits. Le portrait physique, donc s'il y a des sables, des limons et des argiles. Le portrait chimique, donc le fameux NPK, azote, acide phosphorique, potasse, et le pH. Et aussi le côté biologique, mais très restreint du taux de matière organique. OK, alors... Il n'y a aucune idée de la vie du sol, par exemple. Hein? OK, parce qu'on est dans le physique, le chimique et le bio. biologique Oui. avec le taux de matière organique, mais Oui. c'est à peu près tout. Donc, Oui. il faut faire très attention. Et si on veut faire une analyse biologique, ben là, c'est très, très coûteux et c'est très difficile à faire. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui le font. Bon. Donc, il faut se retourner vers d'autres situations et personnellement, je ne fais jamais d'analyse de sol. Non, mais c'est ça. Parce Puis je me disais... parce qu'il y a d'autres manières de le faire sans dépenser beaucoup d'argent, puis pour avoir à peu près les mêmes informations. C'est ça, mais d'une façon peut-être plus intuitive. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens, justement, qui sont beaucoup plus simples de savoir ce qu'il y a dans notre sol, au lieu de recourir à des analyses de sol? Alors, je vais vous donner Dans un potager, surtout pour un potager. Tu sais, peut-être on dit pour une grande terre de culture, c'est autre chose. Mais non, mais on là. parle d'un potager. On parle d'un de monsieur, potager. madame, tout le monde, c'est autre chose. Je vais vous quand même donner la recette de 2 agronomes français qui sont Claude et Lydia Bourguignon, fort controversés au demeurant. Et eux autres, ils se sont beaucoup intéressés à la vie du sol. Donc, ils proposent d'utiliser les 5 sens. Hein, c'est assez facile. Donc, la vue. On observe l'épaisseur des horizons. Je vais revenir sur ce que c'est qu'un horizon tout à l'heure. Est-ce qu'on peut comprendre vite que c'est les couches? Oui, les couches de sol. Si on veut, on peut appeler ça comme ça. OK. La couleur du sol, sa profondeur, de l'enracinement, donc, et la présence de macrofaune ainsi que des plantes présentes. On a déjà parlé des plantes présentes en parlant des bioindicateurs, des plantes bioindicatrices. Donc, c'est cette chose-là. Puis tu dis macrofaune juste pour... La macrofaune, c'est les vers de terre, c'est la présence de vers de terre, la présence de cloporte. La présence de la macrofaune, c'est celle qu'on voit, là. Okay? Ouais. C'est est assez grosse pour qu'on l'appelle macro. C'est ça, elle est assez grosse pour qu'on l'appelle macro. OK. L'odorat. Oui. On sent le sol. Donc, s'il y a un parfum de sous-bois, donc on voit que c'est un sol riche en humus, il est bien vivant, alors que si ça sent la pourriture, ça indique un manque d'air.
OK? OK. Donc, si ça sent la pourriture, oui. vous dites, bon, mon sol manque d'air. Si ça sent une bonne odeur de sous-bois, une odeur d'humus, ben, c'est qu'il est riche, OK? Et ça fait penser à une série, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont suivi ça. C'est un pathologiste. C'est un coroner, Oui, Balthazar. oui. Il sent les cadavres Et on a pour pas loin savoir. Je te dis que c'est spécial. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Mais non. On a aussi le toucher, bien sûr. Hein, moi, c'est ma première chose que je fais quand j'arrive quelque part, c'est que je veux savoir le sol, c'est que je le touche. Sous les pieds, si on ressent qu'il est souple ou qu'il est compact. S'il est dur, quand on marche, ça cogne, mais s'il est souple, déjà, c'est une indication. Donc, avec les mains, on va pouvoir identifier la prédominance de l'argile. L'argile, ça ressemble un peu à la pâte à modeler. Si vous le prenez dans vos mains et qu'il reste un peu la pâte à modeler, c'est l'argile. Le limon, c'est des grumeaux. Hein. Je dirais que ça ressemble un peu à des céréales, des grumeaux de céréales. OK. Et puis, si c'est du sable, ça ressemble à du sucre. Hein. C'est aussi friable que du sucre. Là, ça ressemble à des cristaux de sucre. Fait que ça, c'est quand tu y vas avec les mains. Les mains, Là, OK. tu vas savoir. OK, mais Bertrand, sous question, Oui. pour le limon, tu dis que c'est comme des céréales. Est-ce que le limon contribue à retenir l'eau? Juste comme Oui, ça? oui. Oui. Donc une éponge rêche. Oui, mais l'argile aussi, mais l'argile va retirer trop l'eau. Trop, c'est ça. Et le sable pas assez. Et c'est le limon, c'est la partie limon qui va pouvoir le retenir. Là. OK. Alors, est-ce qu'on pourrait comparer ça à une éponge rêche? Oui, mais attends, c'est parce que là, il faut qu'il y ait du limon et du complexe argilo-humique pour avoir une meilleure rétention de l'eau. Okay? Il y a un équilibre entre les deux. C'est un équilibre entre les deux. OK. C'est-à-dire que ce que ça vous donne de le toucher, ça vous donne un peu l'idée si c'est plastique, un peu pâte à modeler, si c'est sucré ou c'est plutôt grumeleux. Là. Donc, c'est dans ce sens-là, là, le toucher va vous donner une grosse information. OK? Alors là, je vais vous en donner deux autres. OK? Oui. Donc, l'autre, c'est le goût. Wow. Donc, il y en a qui font ça. À l'aide de la langue, on peut détecter si c'est salé. Donc, on peut le faire. On n'est pas obligé. Je vous donne des pistes de solutions. C'est un peu moins intéressant, admettons. Et le goût peut être doux ou acide. Donc, s'il est doux, le sol n'est pas très acide. Et si le sol est acide, il est très salé, il est acide. OK? C'est pour ça que tu disais tantôt que, comment il s'appelle, là? Claude et Lydia Bourguignon, parfois, il y en a qui ont des petites réserves. Oui, c'est pour ça. Mais je vous donne. Oui. C'est des possibilités. Mm-hmm. Et la troisième, alors là, c'est plus compliqué, c'est l'ouïe. Donc, on peut ouvrir le sol puis se mettre dans le sol pour écouter. Et il semblerait, moi je ne l'ai jamais fait honnêtement, et il semblerait qu'on peut écouter. Alors il faut être dans un endroit où il y a du silence, hein, parce que s'il y a des tondeuses à gauche puis des souffleuses à droite, oubliez ça. Mais vous pouvez peut-être entendre un petit peu de votre macrofaune présente dans le sol, là, les plantes qui vont fouiller, ainsi de suite. Donc, mais il faut être très, très attentif et avoir une bonne oreille. C'est ça, une bonne ouïe, franchement. Ouais. Donc, c'est très original, mais pour les trois premiers, c'est ça, ça se défend très bien. Alors, les deux autres, c'est à vous d'essayer de voir et un peu la vue, tu mets la vue à contribution, l'odorat et le toucher. Voilà. Moi, je dirais... J'ai commencé la vue et l'odorat parce que c'est les deux premiers, mais moi, le premier que je fais, c'est le toucher. C'est le toucher, oui. OK, puis même dans mon potager, de temps en temps, je prends ma terre qui m'ameublie, puis je marche pas dessus, là, mais je la prends dans mes mains pour savoir quelle est la texture. Bon. Puis si tu avais de l'argile dedans, ça prendrait. En tout cas, tu vas revenir là-dessus tantôt. Alors, caractériser soi-même son terrain. On est vraiment bien parti. On continue. On prend en compte la dimension du terrain. Hein? C'est pas en faisant un test à un endroit que ça va fonctionner. Parce qu'il faut avoir plusieurs tests. Et puis, plus votre terrain est grand, plus vous allez faire de sites de prélèvement. OK? Et puis, on procède aussi par secteur. On peut aussi procéder par secteur. Et puis, on note à ce moment-là, on les numérote, puis on note à ce moment-là les résultats qu'on obtient par numéro. Là, donc, on pourra avoir une bonne idée. Parce que sur un petit terrain, ça peut être différent, mais sur un grand terrain, ça peut avoir des différences importantes. Bon, alors, dans le fond,
on prend la grandeur de notre potager. Tu n'es pas obligé de faire des prélèvements à grandeur de ton terrain. Je vous donne ça parce que vous pouvez le faire aussi pour votre terrain, pour le reste, là, pour savoir quoi planter. Mais pour le potager, c'est ça, plus votre potager est grand, plus vous en prenez. Moins il est grand, moins vous en prenez. C'est ça. Mais si vous avez des sections de potager, bien, vous en prenez une par section de potager. Pour te donner une idée de ce qu'il y a dans ton sol, Absolument. des qualités de ton sol. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost, fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionic compost marin et forestier a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionic compost marin et forestier, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, tu me parlais d'un profil pédologique, une méthode encore pour connaître davantage son sol. Là, vraiment, là, oui, tu nous expliques ça, là. Pédologique, elle prend en compte, on établit l'épaisseur des différents horizons du sol. Dans des différentes couches. Les différentes couches. Les oui. horizons, je vais vous expliquer les différents horizons. Ça permet d'observer la texture, la texture, la structure et dans une moindre mesure, la vie du sol. Par exemple, si vous, dans votre profil, pardon. Les chats sont là ce matin. Ça, c'est la mésofaune, celle-là. C'est la macrofaune là, qui passe. Là. Ah, macro et boy. C'est la macrofaune qui passe. Donc, et on peut voir aussi les habitants du sol, par exemple, les vers de terre, les cloportes, les mille-pattes, et ainsi de suite. Donc, ceux qui sont un peu plus gros, on peut les voir. Fait que la méthode du profil pédologique. Alors, on creuse une tranchée assez large pour permettre des observations. Il faut que ce soit assez large pour que vous puissiez passer la tête, au moins, donc quand même assez large. Au moins 30 cm et idéalement jusqu'à 1 mètre. Fait que tu fais un carré de 1 pied, admettons, 30 cm par 30 cm. Si vous regardez les vidéos de Louis Robert, le fameux agronome, quand il arrivait dans un champ, d'abord, il se promenait toujours avec sa pelle dans un champ pour pouvoir creuser puis voir le sol. Et quand il arrivait dans un champ, il sortait la pépine, il faisait un creux. Lui, il allait beaucoup plus profond dans les champs. Et là, il faisait un énorme trou et il pouvait voir ce qu'on appelle les horizons. OK. Donc, les différentes couches en présence dans ce sol-là. Fait que tu vas jusqu'à 3 pieds, 100 cm. Jusqu'à 3 pieds. En agriculture, ils vont plus profond là, pour aller voir plus profond. Mais pour un potager. Mais pour un potager, entre 30, 40, 50 cm. Là, parce qu'à 1 mètre, ça commence à être profond. Ouais. Mais 30, 40, 50 cm, ça nous donne déjà une bonne idée. Puis c'est d'ailleurs l'espace probablement où vont les racines. Oui. Plus loin que ça. Mais tu vas voir qu'avec les horizons, on va avoir d'autres informations. Alors justement, parle-nous des horizons. Alors, il y en a beaucoup plus que ça. Si vous allez sur le site du ministère de l'Agriculture canadien, là, le système canadien, il est très compliqué. Là, il y en a beaucoup. On va vous simplifier ça à 4. Parfait, okay? parfait. On va vous simplifier ça. On est très content. 0, ce qu'on appelle la litière. Donc, c'est la couche superficielle qui comprend des débris végétaux riches en humus. Elle est riche en éléments nutritifs. Donc, si vous mettez du paillis, c'est un peu cette couche de paillis avec un petit peu de terre en dessous. Okay, donc, c'est la litière. Quand vous allez en forêt, c'est la partie que vous avez sur le dessus du sol. C'est superficiel, la surface. L'horizon A, c'est ce qu'on appelle la terre arable. Elle est composée d'un mélange d'humus et de minéraux. Elle est en généralement foncée et riche en matière organique. Si votre couche de terre arable n'est pas riche en matière organique, elle va être plus claire. Si elle est riche en matière organique, elle va être plus foncée. Donc, cette observation-là va vous dire votre taux de matière organique. Pour ça, vous avez l'horizon B, donc, qui, lui, couche. est plus profond. On est rendu à la troisième couche. L'horizon A peut avoir entre 5 cm et 45 cm, là.
OK. Il peut être très, très variable. La litière, en général, c'est 2, 3, 4, 5 cm, mais l'horizon A, lui, il peut être très variable suivant les sols, OK? Donc, c'est important. Moins il est épais, plus vous allez avoir tendance à rajouter de la matière organique et, pour le rendre vivant. L'horizon B, lui, il est très pauvre en humus. Il est très riche en éléments minéraux. Il est couleur en général plus pâle que l'horizon A, ou encore avec des teintes rougeâtres aussi. Rougeâtre, ça veut dire qu'il y a un peu plus de fer. Mais là, on comprend que plus on va dans les couches profondes, Oui. moins riche. il y a d'humus. C'est ça? C'est ça. Parce que tu te rapproches du domaine Oui, minéral. il y a une bonne raison pour ça. Mais c'est logique, ça se tient. C'est pas juste logique. Il y a une bonne raison pour ça. Pourquoi? Pour que la matière organique soit décomposée, il faut qu'il y ait de la microflore, la microfaune, la mésofaune, la mésoflore et ainsi de suite. Tous les organismes vivants. Tous les organismes, allez réécouter l'émission sur la vie intense du sol. Et tous ces organismes-là sont aérobiques, à part quelques exceptions. Donc, ils ont besoin d'air. Donc, plus tu vas descendre profond, moins tu auras d'air dans le sol. Et donc, ils ne peuvent pas décomposer la matière organique. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans cette partie un peu plus haute, parce qu'ils ont besoin de cet air pour pouvoir le faire. Donc, on arrive à l'horizon B. À l'horizon B, il y a moins d'humus parce qu'il y a moins de monde pour dégrader la matière organique. Oui. OK? Et si on descend encore plus bas, donc tout ça est très variable, on arrive à l'horizon C, qui est la roche-mère, qui commence à être altérée et fragmentée. Et là, il y a carrément l'absence de matière organique. Alors, il y a un certain nombre de bactéries, de microbes, de ce que j'aime pas les mots microbes, là, de micro-organismes, là, oui. de micro-organismes qui vont détruire la roche-mère, mais c'est extrêmement long. Là, c'est presque anaérobique. Il n'y a, oui, a presque pas d'oxygène. Il n'y a presque pas d'oxygène, puis dans la roche-mère, il n'y a pas d'oxygène puisque c'est de la c'est... roche dure. Donc, si vous faites votre trou puis vous descendez jusqu'à la roche-mère, ça peut varier de 30-40 cm à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Là. Donc, tout va varier. Ce que l'horizon du sol vous permet, c'est de voir les différentes couches et l'épaisseur des différentes couches. Donc, si votre horizon A est bas et petit, OK, ben lui, il va falloir le retravailler, il va falloir lui rapporter de la matière organique et peut-être aller rechercher un petit peu d'horizon B pour le mélanger et ainsi de suite. OK. Donc la terre arable A. Puis plus pauvre B. en humus, Mais B. ce que vous cherchez à avoir, c'est à avoir du 0 puis du A en masse. Okay? Et là, c'est ça. Tu as une promesse de bonne récolte. C'est ça, une promesse de bonne récolte. Oui. Et donc, c'est pour ça que la première fois, on va retourner assez profondément pour mélanger le A, le B, le 0, le A, le B. On ne mélange pas le C. Là, on le mélange. Et après ça, on vient apporter pour augmenter l'horizon A. L'horizon O, il est à peu près constant, là, dépendant de ce que vous mettez sur votre sol, mais c'est l'horizon A qu'on veut augmenter au maximum. Fait que tu nourris ta terre par la surface, puis tu essaies de pas trop la brasser parce que tu nous dis depuis des années de ne pas retourner la terre. Une fois que tu as brassé la première fois pour mélanger tes horizons, OK, après ça, mais tu peux de temps en temps venir refaire ton profil pédologique pour revérifier la hauteur, comment est-ce que ça se passe. Okay? Et donc, peut-être que tu as besoin d'aérer un petit peu plus, d'aller un petit peu plus profondément avec ta grenillette et ainsi de suite. Là. Donc, c'est peut-être là que ça se joue. Puis quand tu parles de la tranchée, là, 30 cm par 30 cm avec... Non, 30 cm, mais il faut qu'elle soit plus large que 30 cm, là, parce qu'il faut passer la tête. Mais pour que tu puisses voir, oui. mais c'est ça, il faut que tes horizons ou tes couches soient assez claires. Fait il faut que tu fasses attention quand tu fais tes tranchées pour avoir l'information précise. Tu fais une tranchée, puis après ça, tu prends une petite truelle, puis tu grattes un petit peu ta tranchée pour pouvoir voir tes horizons. Mais je vous garantis que quand vous avez fait ça une fois dans un sol, vous les voyez, vos horizons, là. C'est assez clair en général. Il y a juste une petite partie de quelques centimètres où est-ce qu'on va voir les deux horizons. Mais la plupart du temps, si vous y regardez vraiment, là, un profil pédologique, c'est assez parlant quand on sait. Et puis bon, allez sur Internet aussi, vous allez trouver toutes sortes de vidéos qui vont vous montrer des profils pédologiques, puis vous allez comprendre. Mais c'est un bon moyen de connaître son sol. Génial. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous
voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, on va continuer de faire des observations pour connaître davantage la composition de notre sol de potager. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce que tu nous proposerais? Alors, il y a un autre bon indicateur, c'est la pluie. Mhm. L'eau. Et donc, la vitesse à laquelle l'eau disparaît après une pluie permet d'établir son niveau de perméabilité. Fait que ça te donne une sacrée OK? bonne Son niveau de information. perméabilité, n'oubliez pas, plus il est perméable, ça veut dire qu'il y a de l'air. S'il est imperméable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'espace pour avoir de l'air et de l'eau. Donc, c'est ça. L'eau s'en va rapidement. Là, c'est un sol plutôt sablonneux. C'est ce que ça te dit, Oui. tout de suite. Oui. L'eau prend du temps à disparaître, c'est un sol argileux. OK? Puis l'eau présente quelques heures, mais elle finit par s'en aller. Là, c'est un sol plutôt limoneux. OK? Mais un sol sablonneux, là, ça se vide tout de suite. Puis un sol argileux, l'eau reste en surface, elle a de la difficulté. Ça peut être un sol compacté aussi, mais compacté argileux, là, ça peut être ça. Donc, la vitesse des ressuyages, ce que ça nous dit... Attends une minute. Ça, tu nous disais ça il y a des années, quand on a fait l'émission. C'était Fleur Plante et Jardin. On est dans les chats ce matin. Oui. Ça n'a aucun sens. Tu parlais de ressuyage. On parle pas beaucoup de ça au Québec. C'est l'égouttement. Oui, c'est l'égouttement. C'est l'égouttement, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait l'égouttement. C'est Non. ressuyer, c'est essuyer à nouveau, mais c'est pas tout à fait l'égouttement, là, comme dans un café. Là. C'est un peu différent, là, parce que c'est à la fois par en bas et par en haut. C'est-à-dire que c'est l'évaporation et la percolation dans le sol. Donc, c'est un peu les deux. OK, évaporation, puis même, c'est ruissellement. Puis ruissellement, Le ruissellement, un petit fait que peu. t'as C'est trois ça, trois dans- éléments dans OK. le ressuyage qui n'est pas tout à fait, donc, ce que tu disais. Donc, c'est rapide, c'est aéré puis aérobique. Si c'est rapide... Si c'est rapide, OK. et si c'est long, c'est mal aéré, c'est anaérobique. Et on sait que nos petits amis, ils ont besoin d'air pour vivre. Nos petits amis macros et microphones. Les microphones, les micro-organismes, les organismes du sol, ils ont besoin d'air pour vivre. Donc, si on a un sol qui est mal aéré, qui est anaérobique, on va avoir de la difficulté. Par exemple, la matière organique va être difficilement. Donc, il va falloir penser à l'aérer, le brasser, par exemple, avec une grenillette, avec une bêche de jardinage, ainsi de suite, là, pour brasser votre sol, pour lui donner de l'air. Mais sans le retourner. Non, sans C'est ça. retourner. Alors, bon, parfait. Maintenant, des tests simples, y en a-tu d'autres pour mieux connaître notre sol de culture? Je ne vais là? pas vous les décrire parce que c'est assez long. Mais je vous les ai décrits sur le site. Okay? Donc, vous allez les trouver sur le site. Vous avez le test du boudin qui vous permet de définir la texture. Rapidement, pour l'expliquer, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un peu de terre, vous l'humidifiez. Si vous êtes capable de faire un boudin qui ne se casse pas, c'est qu'il y a de l'argile. Si En le vous faites- roulant, en le roulant- pressant? Non, tu fais un boudin. Dans tes mains? Non, tu presses, puis après ça, tu fais comme dans la pâtisserie, tu le roules. OK? Mhm. Si le rouleau se casse, c'est qu'il y a du sable. Si le rouleau ne se casse pas, c'est qu'il y a de l'argile. Puis entre les deux, c'est du limon. OK? OK. Donc, le test du boudin. Le test du pot de verre, ou ce qu'on appelle aussi un test de sédimentation, on va prendre une quantité de terre, on va la nettoyer, on va la mélanger avec de l'eau, on va brasser ça, puis on va laisser reposer pendant 1 ou 2 jours. Puis là, vous allez avoir des couches différentes. OK? Donc, les argiles vont être sur le dessus, puis les sables dans le fond, les limons au milieu, puis l'eau par-dessus. Donc là, ça sédimente, et là, vous voyez vos couches. Puis là, vous êtes capable de calculer les quantités, parce que vous prenez la hauteur totale et vous calculez le pourcentage que vous allez avoir. Donc, c'est une manière simple de savoir combien vous avez d'argile, combien vous avez de limon, puis combien vous avez de sable là, dans votre sol. C'est vraiment OK? intéressant. C'est très Oui. facile à faire. Vous n'avez pas besoin de payer personne pour Non. le faire. Il y en a un autre qui est intéressant aussi, c'est le test de l'eau oxygénée.
L'eau oxygénée, tu mets quoi, du peroxyde? De l'eau oxygénée, oui, du peroxyde, j'imagine. Là, je connais pas. Moi, je connais ça avec l'eau oxygénée. Ça se trouve dans les pharmacies, je pense, ou sur Internet. Donc, vous prenez de la terre, puis vous mettez de l'eau oxygénée dessus. Plus ça bouillonne, plus il y a une vie active de micro-organismes. Moins ça bouillonne, moins il y a de vie dans le sol. Et faire ça avec des enfants, ils vont avoir un plaisir fou. Ouais. Wow! C'est ça. Oui. Et le dernier, c'est le test du pH. Alors là, il faut prendre une petite trousse. Alors, il y a toutes sortes de petites trousses ou encore un pH-mètre. Mais il faut faire très attention. Les résultats ne sont pas toujours très fiables. Okay? Ça dépend de l'instrument que tu utilises? Oui, ça dépend de l'instrument que tu utilises. Les vrais pH-mètres, les gros pH-mètres professionnels, ça vaut assez cher quand même. Ouais. Il y a des petits pH-mètres qu'on vend qui ne sont pas toujours de qualité. En papier? Non, c'est avec des papiers? Il y a ceux qu'on peut mettre dans le sol, avec la tige, là, qu'on peut mettre dans le sol. Et puis, il y a ceux avec les papiers. Alors là, c'est compliqué. Il faut calculer puis, c'est pas toujours d'une qualité supérieure. Est-ce que ça vaut la peine d'aller se procurer, par exemple, un pH-mètre qui serait de qualité? Je me fous complètement du pH la plupart du temps. Oui. Parce que j'ai sauf pour tes bleuets, puis oui, c'est sauf pour ça. les bleuets. Alors là, c'est autre chose. Puis des plantes qui demandent de l'acidité. Oui, mais là, je me fous du pH parce que je vais aller chercher des matériaux qui sont acides, des matériaux qui me permettent de donner de l'acidité au sol. Okay. Tu vas jouer avec ton exemple Ben, d'augmentation de pH manuel. Ben, avec du bois, avec du bois raméal fragmenté, avec des copeaux, avec toutes sortes de choses qui vont donner en général un pH. Il y a juste à regarder comment est-ce que un pH acide. Un pH acide, comment est-ce que font dans les bleuetières, ils mettent des copeaux. Ils mettent des copeaux. Oui. OK, donc ils vont aller chercher un pH acide et si tu veux un pH moins acide, ben, tu mets beaucoup de... parce que la matière organique a une particularité, c'est qu'elle a tendance à égaliser le pH. Plus tu as de matière organique, plus ton pH varie entre 6 et 7. Et à 6 et 7, c'est là où les plantes ont la meilleure absorption des éléments nutritifs. Okay. Donc, en mettant de la matière organique, je suis sûr que mon pH, il tourne à peu près autour de ça. Après ça, je regarde mes plantes bio-indicatrices. Puis si j'ai des plantes bio-indicatrices... Nomme-nous-les plantes bio-indicatrices. De mémoire, là, tu me pognes, là, parce que non, je ne les connais pas par cœur. Là. Okay. Mais, les mauvaises herbes, tes herbes non, spontanées. Ah, pas les mauvaises herbes. Donc, tes plantes indicatrices vont te permettre, elles, de voir un petit peu, là. Il y a des listes, j'ai déjà donné des listes, là. Si tu as de l'oseille, je me souvenais que tu nous avais parlé de l'oseille, oui. Ça veut dire que tu as un sol qui est plus acide. Oui, de mémoire, oui. C'est ça. De mémoire, oui. C'est un exemple. Un exemple, mais tu en as plusieurs. La prêle. Alors, la prêle, il faut faire attention, parce que la prêle a toujours dit que c'était un sol qui était acide, mais en réalité, la prêle, c'est un sol qui est à la fois acide et très humide. OK, donc c'est aussi deux éléments, là. Il y a aussi beaucoup une question d'humidité. Mais donc, la prêle, oui. Et puis, ça dépend toujours si vous avez beaucoup de prêle ou pas beaucoup de prêle. On disait de mettre de la chaux. Donc, à ce moment-là, moi, je ne mets jamais de chaux dans mon sol parce que je ne veux pas que mon sol soit vraiment trop chaulé. Donc, je préfère mettre du compost, puis ça me suffit. Ça vient, c'est OK. Un autre jeu pour les enfants pour évaluer la vie du sol. Puis, franchement, les enfants, ils réagissent beaucoup à ça parce qu'ils sont curieux de voir tout ce qui bouge dans le sol. Alors, on peut évaluer la faune. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse son sol sur 30-40 cm. On met ça sur une bâche, okay, une grande bâche. Et puis là, on fouille. Puis on regarde ce qu'on a. OK? Et on peut, si on veut, chercher ça d'un livre ou d'Internet pour essayer d'identifier. Mais juste là, d'évaluer la faune. Si vous avez petits insectes. Les petits insectes, tous les petits insectes qui sont dans le sol. Tu sais, moi, mon compost, je sais s'il fonctionne, si j'ai des vers de terre puis j'ai cloporte. Pas besoin d'aller plus loin. Je le vois. Quand il n'y en a pas beaucoup, ben là, je me dis, bon, là, il faut que je brasse plus, que je mette un peu d'eau. Il manque un peu d'eau. Mais dès que je vois beaucoup de cloporte, je vois aussi que mon tas descend vite. Mais de regarder ce qu'on a dans le sol, les vers de terre, les cloportes, et ainsi de suite. Donc, s'il y en a beaucoup dans votre sol, c'est un sol vivant. S'il n'y en a pas, ben, c'est un sol qui n'est pas vivant. Il va falloir mettre de la matière organique. OK. Alors ça, c'est un jeu d'enfant. Un jeu agréable. Ça peut être un jeu agréable. Et tu comptabilises. Tu fais même de la comptabilité. Tu peux faire la comptabilité. Il y a tout un système de comptabilité. Mais si tu fais de la comptabilité, il faut que tu ailles faire des quantités constantes, ainsi de suite. C'est un peu compliqué. Là, mais juste là, d'ouvrir son sol, de le regarder puis de voir ce qu'il y a là-dedans. Là, s'il y a des... Et puis
tout bon jardinier le sait quand il prépare son sol au printemps, quand il voit des vers de terre, quand il voit des cloportes, quand il voit des bibites sur son sol, il sait que son sol est vivant, là. Puis tu parles encore de trous. On va faire un trou. Tu regardes ton compost ou tu vas directement dans le potager puis tu fais un trou pour aller, oui. c'est ça. Tu retires tout Tu ça. retires tout ça et puis t'excaves. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. OK. Puis important. Est-ce que c'est important de connaître ton sol? Oui, c'est très important. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir intervenir de la bonne manière. OK? Admettons que tu as un sol, tu t'aperçois que tu as un sol qui est peu vivant, il y a peu de matière organique. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre beaucoup de matière organique, puis tu vas peut-être mettre des biostimulants, là. OK? Puis tu vas Et rappelle-nous les biostimulants. Les biostimulants, ça peut être c'est... des algues, ça peut être des mycorhizes, ça peut être... il y a aussi des activateurs, il y a aussi toutes sortes de produits là, que tu peux mettre. Là, et donc, tu vas pouvoir calculer tes amendements, tes fertilisants puis tes biostimulants. OK? Donc, les biostimulants, le FRAS, c'est un biostimulant aussi. Donc, c'est ça qui va donner à la vie du sol un peu plus de force. Donc, si tu vois que ton sol manque de matière organique, tu vas en rajouter. Puis si ton sol en a beaucoup, mais que tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas assez de vie pour toi, ben, tu peux rajouter du FRAS, tu peux rajouter du biochar, tu peux rajouter des algues, tu peux arroser avec des algues. Donc, tu as toutes sortes de produits que tu peux utiliser. Là. Il y a les mycorhizes aussi que tu peux utiliser. Donc, tous ces produits-là vont redonner du souffle et redonner de la vie à ton sol. Mais avant, ça sous-entend ce que tu nous as suggéré depuis le début de ce balado, bien, d'étudier ton sol, de le comprendre, de faire tes observations. Et après, au lieu d'acheter des amendements inutilement, voilà. Ben, parce que c'est des dépenses, tout ça. Là. C'est ça. Donc, ça va te permettre de mieux ajuster tes affaires. C'est pas... Je ne fais pas un cours de biologie puis d'agronomie, là. C'est juste gros bon sens. De gros bon sens. Et puis, si vous voyez qu'il n'y a pas tellement de matière organique, ben là, vous allez pouvoir faire des apports. Si on vous dit que c'est, mettons, 3 cm sur le sol, ben, s'il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez en mettre 4-5 cm. Moi, je suis déjà allé jusqu'à 15 cm sur des sols très abîmés où il n'y avait presque pas de matière organique. Puis, il y en a 1 ou 2 ans, il y en avait de la culture, puis ça allait bien. Là, t'sais. Donc, on peut faire un apport massif pour un départ. Puis après ça, on peut entretenir. Mais si on voit que vous voyez que vous avez beaucoup de matière organique, à quoi ça sert de mettre 25 sacs si vous avez besoin d'un? Ben, c'est ça. Puis à quoi ça sert de mettre tout votre compost dans votre sol si vous pouvez le mettre ailleurs, ou prendre du compost de votre maison puis le racheter pour compléter. Donc, c'est à voir à ce moment-là. Donc, ça commence. De toutes ces observations-là, tu as des gestes que tu peux poser. De la connaissance naissent les bons gestes. Voilà, que c'est bien dit. Alors, à nos pelles, chers amis, allons inspecter nos potagers. Et c'est ce qui complète ce balado. Vous pouvez avoir de l'information, comme Bertrand l'a dit tantôt, sur radiolégumes.com. Il y a toute une banque de balados disponibles, plus d'une centaine. Je voudrais remercier Bionic, de même que Gervais Dumont, M. Clavier, pour la musique, et son frère Charles pour le support technique. Un gros merci. Et merci à vous d'être avec nous depuis autant de temps. Merci à Bertrand. Merci, Janine. Pour tes recherches et le partage de tes connaissances. À la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.